Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui en fait le troisième volet de cette trilogie consacrée à la logique. Pour rappel, les premières parties étaient la partie 1, Initiation à la logique formelle, et la partie 2, la théorie des syllogismes d'Aristote. Donc là, c'est une vidéo qui est destinée à un public large, des étudiants de licence en mathématiques, en informatique et en philosophie, et vraiment tout public en fait, éveillé, réceptif, curieux. Donc, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On avait donc passé en revue la logique formelle dans la partie 1, la logique d'Aristote dans la partie 2, et voici maintenant le syllogisme paradoxal. Comme il m'a été inspiré par la théorie d'Aristote, on va éclipser un moment Aristote pour présenter le syllogisme paradoxal. Alors, je reprends le menu général ici avec notre vision sur la première partie, la logique formelle, la deuxième partie, la logique d'Aristote, et la troisième partie, le syllogisme paradoxal. Alors, de quoi il s'agit? En fait, comme je disais, c'est une architecture un peu différente qui m'a été inspirée par la théorie des syllogismes d'Aristote. On retrouve la même architecture en trois assertions, là où, pour rappel, dans la théorie des syllogismes, il y avait donc en fait deux prémisses, dont une majeure, une mineure, suivie par une coordination logique, par un système de déduction, d'une troisième proposition, la conclusion. Ici, en fait, les trois assertions vont être articulées comme suit, avec une déclaration, qui peut être soit une affirmation, soit un principe, soit une intention, une transition qui peut être soit une action, soit un fait, soit une situation, et le paradoxe en question qui peut être une action paradoxale, un fait paradoxal ou une situation paradoxale. Donc j'ai enrichi dans cette version 2, puisque j'avais déjà édité une version 1, ici avec un tableau comparatif qui permet, je pense, de clarifier les différences entre les deux types de syllogismes. Parce qu'en fait, ils n'ont pas tout à fait ni le même objet, ni le même caractère. Alors pour ce qui concerne les grandes lignes, ici la déclaration fait ressortir une intention vertueuse, on le verra à travers certains exemples qui suivent dans les diapositives ultérieures. La transition ici va servir de clé intermédiaire pour mettre en relief un paradoxe, et le paradoxe doit faire ressortir un vice dans la déclaration. L'objectif, c'est d'asseoir en fait à la fois un questionnement et un débat, donc le paradoxe doit renvoyer un questionnement sur la validité de la déclaration, et le syllogisme paradoxal peut et doit servir de socle au débat sur tel ou tel sujet. Je verrai à travers le tableau comparatif et les exemples qui suivent à essayer de vous sensibiliser sur le fait que cette forme de syllogisme a en fait à la fois une fonction tactique et un objectif stratégique et rhétorique. Alors justement, on arrive sur ce tableau comparatif. Alors, je vais essayer de le prendre dans les grandes lignes. Donc dans les deux cas, que ce soit le syllogisme classique ou le syllogisme paradoxal, on a trois propositions. Dans le mode spécifique chez Aristote, c'est vraiment une approche de raisonnement, alors que dans les exemples que je vais citer, on verra qu'en fait, j'utilise trois propositions qui sont en fait une succession d'énumérations. Bien sûr, elles sont articulées d'une certaine façon et elles sont sélectionnées d'une certaine façon pour mettre en relief un certain paradoxe. Alors évidemment, parmi les différences, c'est aussi les impressions procurées. Quand on parcourt un syllogisme classique, on a la réaction de penser que c'est cohérent, c'est plaisant à l'esprit, ça révèle une vérité. Là aussi, j'essaie de mettre en évidence les différences entre les deux syllogismes. Ici, en fait, les exemples à suivre doivent faire apparaître une incohérence qui doivent interpeller le logos et qui doivent révéler un paradoxe. Là aussi, c'est important parce que pour ce qui concerne la spécificité temporelle, dans les exemples de syllogismes classiques, il n'y a pas de contrainte temporelle. Quand on donne par exemple un syllogisme classique du type « les chiens sont des mammifères », les setters irlandais sont des chiens, donc les setters irlandais sont des mammifères, il s'agit en fait de faire référence à des états ou des statuts qui concernent des catégories rapportées aux animaux. On verra dans les exemples de syllogisme paradoxal que systématiquement il y a un ordre chronologique à respecter entre la déclaration, la transition et le paradoxe. Dans le syllogisme classique, si on veut mettre encore des différences
en relief. On a un périmètre que je dirais plus philosophique, logique, didactique et scientifique, alors que l'approche que j'ai avec le syllogisme paradoxal, c'est de décrire quelque chose qui soit un phénomène sociétal, esthétique, métapolitique ou stratégique. Dans la nature aussi du syllogisme classique, les notions essentielles, c'était l'inférence et la déduction. L'inférence par laquelle, en fait, s'appuyant sur une ou deux propositions, le syllogisme étant le cas particulier où on a deux propositions, deux prémisses, on déduit en fait quelque chose qui va pouvoir être vrai ou faux. Ici, en fait, j'associe les trois assertions, les trois propositions, de façon à bâtir un questionnement critique, une rhétorique en fait. Donc, dans le syllogisme classique, on a une progression logique. Dans le syllogisme paradoxal, on a en fait un assemblage, une combinaison libre à potentiel critique, une combinaison tactique. La construction pour le syllogisme classique, c'est un assemblage logique structuré. Là encore, on voit le rappel des deux prémices et de la conclusion. Ici, en fait, on a trois propositions en apparence indépendantes et qui sont en fait articulées pour mettre en relief un paradoxe. Donc là encore, dans le syllogisme classique, en ce qui concerne le caractère des propositions, on a vu qu'elles étaient déclinées en universel singulier, qui étaient reliées par inférence-déduction avec un lien logique. Ici, dans le syllogisme paradoxal, on verra en fait qu'elles ont un caractère unitaire. Les propositions ont un caractère unitaire, indépendantes, reliées avec un lien thématique, mais sans lien logique. Donc, nature du lien entre les trois propositions, articulée et dépendante par implication pour le syllogisme classique, proposition indépendante, activable par comparaison. Donc je pense que là, on a vraiment l'échafaudage, en fait, des différences entre les deux types de syllogismes, et c'est ça, en fait, que j'ai voulu intégrer dans cette version 2.0. Alors, pour reprendre l'architecture du syllogisme paradoxal, il faudra avoir ce cheminement présent à l'esprit, en fait, pour bien comprendre les exemples qui suivent. Donc, dans une proposition initiale, qui est en fait la déclaration, la personne ou l'entité déclare telle intention, tel principe ou tel objectif. On a ensuite une transition qui est une deuxième proposition, qui peut être articulée avec la première par une coordination hors mais quand, mais en fait il s'agit d'une action ou d'un événement. Il se produit telle situation ou telle action. Ensuite, dans une troisième proposition que j'ai désignée comme le paradoxe, elle ou il agit, c'est la personne, l'entité, l'organisation, ainsi dans une autre direction, qui est une direction paradoxale, qui diverge de l'intention première ou de l'objectif initial. Alors on peut aussi faire une représentation triangulaire du syllogisme paradoxal, avec finalement une déclaration, une transition qui en fait assoit le paradoxe, et ici une mise en rapport, une mise en relation entre le paradoxe et la déclaration initiale qui apporte un questionnement. Questionnement issu de quoi? Issu d'une contradiction assez flagrante. L'articulation des trois propositions doit être faite en sorte que ce soit une contradiction flagrante entre le paradoxe et la déclaration initiale. Donc, l'idée, c'est effectivement d'animer soit un éveil, une prise de conscience, un débat intérieur ou un débat collectif. Alors, quelle est la nature du paradoxe dans le syllogisme paradoxal? En fait, il doit conduire au minimum à un comportement critique et actif, au questionnement, à l'interpellation, à pointer du doigt une incohérence dans la déclaration, ou à la création, enfin pas ou, et idéalement, à la création des conditions du rétablissement de cohérence, suivant un principe de cohérence. Donc il a à la fois une fonction tactique et un objectif stratégique et rhétorique. Une règle de validité, pour être cohérent et valide, le syllogisme doit créer un lien, c'est-à-dire un lien thématique ici, plus qu'un lien logique, un lien thématique entre la déclaration et la transition.
La spécificité du syllogisme paradoxal, c'est son caractère chronologique. En effet, les trois phases, déclaration, transition et paradoxe, s'inscrivent nécessairement dans une progression chronologique. Alors, on peut aussi bâtir un parallèle entre le syllogisme paradoxal et la démonstration par l'absurde en mathématiques. C'est-à-dire que si je prends ici un exemple simple, disons avec une déclaration, l'État défend les intérêts du peuple, une transition, le peuple ne peut agir et déterminer librement son destin, et le paradoxe, le peuple vit sous la contrainte et sous le contrôle total de l'État. Donc on verra cet exemple de façon plus développée dans les diapositives qui suivent. Mais c'est vrai qu'on peut faire le rapprochement en parallèle avec l'hypothèse, la démonstration par l'absurde en mathématiques. C'est-à-dire, ici un exemple d'hypothèse sous-entendue absurde. Il existe un nombre entier plus grand que tous les autres. Une démonstration dans laquelle on appellera grand n ce plus grand des nombres. On suppose qu'il existe un n plus grand que tous les nombres. Si on ajoute la valeur 1 à grand n, on obtient un nouveau nombre qui est n plus 1. Or, n plus 1 est plus grand que n. C'est donc qu'il existe un nombre encore plus grand que grand n. Il y a donc une absurdité dans l'hypothèse initiale, une contradiction entre la conclusion et l'hypothèse. Alors évidemment, c'est une structure, ce syllogisme paradoxal, qui ouvre un espace très large, c'est-à-dire aussi bien pour ce que j'appelle un syllogisme paradoxal mineur, de l'ordre du divertissement ou de la boutade, pour aller de plus en plus en graduation vers des sujets plus sérieux et plus graves, on va dire. Donc, ici une déclinaison sous cette forme, pourquoi pas un syllogisme paradoxal mineur, avec une déclaration initiale. Pénélope n'aime pas les grands bruns aux yeux verts, une transition, donc une action indépendante, en fait un fait indépendant. Ulysse est un grand brun aux yeux verts. Troisièmement, le paradoxe, Pénélope courtise Ulysse. Donc on pourrait y voir une contradiction, un paradoxe entre la proposition finale et la déclaration initiale. Donc un questionnement possible, Pénélope fait-elle passer en priorité d'autres critères de choix que les cheveux et les yeux? Et un débat possible, la priorité et la cohérence des choix individuels. Alors, par rapport à cette approche du syllogisme paradoxal, j'avais envie de vous présenter cette citation d'Oscar Wilde, qui est un peu considéré comme le maître des paradoxes, et qui est extraite de son livre « Les ailes du paradoxe ». Le chemin de la vérité est celui du paradoxe. Pour l'éprouver, il faut la contempler sur la corde raide. Quand la vérité devient acrobate, nous pouvons la juger. Alors voilà un autre exemple de syllogisme paradoxal esthétique, toujours en s'appuyant là sur un extrait du livre d'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray. Une déclaration, donc c'est en fait un extrait du texte qui a pu être tout à fait décomposé et appliqué au syllogisme paradoxal, en trois parties, avec une déclaration « Les hommes ont oublié le plus haut de tous les devoirs, le devoir que l'on se doit à soi-même ». Une transition « Naturellement, ils sont charitables, ils nourrissent le pauvre et vêtent le loqueteux ». Et un paradoxe « Mais ils laissent crever leurs âmes et vont nus, le courage les a quittés ». Donc ici, on peut soulever effectivement une contradiction ou un paradoxe entre la proposition finale et la déclaration initiale. Un questionnement possible, d'où cela provient-il? Pourquoi sommes-nous freinés à réaliser notre propre nature? Un débat possible, puisqu'en fait ce questionnement peut ouvrir d'autres débats, la priorité et la cohérence des choix individuels et leur intégration dans l'espace social. Alors je reviens à cet exemple qui était tout à l'heure cité dans l'introduction, un exemple des syllogismes paradoxal majeur. Ici donc, une déclaration, l'État défend les intérêts du peuple. On a très peu vu d'État prétendre le contraire. Une transition, c'est un constat par rapport à un ensemble de situations. Le peuple ne peut agir et déterminer librement son destin. Et une troisième proposition, le peuple vit sous la contrainte et sous le contrôle total de l'État.
telle qu'elle est formulée et telle que l'ensemble est articulé, on a un questionnement possible, puisqu'on voit bien qu'il est mis en relief un paradoxe entre la troisième assertion et la première assertion. Le questionnement, l'État défend-il vraiment les intérêts du peuple? Cette articulation, évidemment, est orientée, puisqu'elle a un caractère rhétorique et critique, elle est orientée par construction pour inverser la déclaration initiale. Un débat naturel qui peut être induit par le questionnement, quelle constitution trouver et mettre en application pour le faire? Donc, on voit ici que si je me rapporte au tableau récapitulatif, d'une part, on a bien ce caractère temporel, il y a un ordre chronologique dans les trois étapes qui sont cités dans cet exemple. Et on y trouve bien à la fois un caractère critique, rhétorique, je dirais une combinaison tactique, c'est-à-dire que les trois propositions sont sélectionnées et formulées de façon à orienter un questionnement et un débat. C'est vraiment l'idée cœur, le cœur du syllogisme paradoxal. Autre exemple, le gouvernement est pour la paix civile. Là encore, on connaît très peu d'exemples de gouvernements qui afficheraient qu'ils soient contre la paix civile. On peut se rapporter à des faits récents et observer toujours une situation. Les casseurs créent le désordre et le chaos qui sont contraires à la paix civile. Et enfin, une troisième constatation, le gouvernement libère les casseurs. Si on rapporte la troisième proposition de la première, on peut induire très naturellement le questionnement, le gouvernement est-il vraiment pour la paix civile? En fait, c'est toujours la déclaration initiale qui est avec une intention vertueuse, qui peut être examinée de plus près et susciter un questionnement. Ce propre questionnement peut lui-même induire un débat, comment appliquer la protection des citoyens? Autre exemple de syllogisme paradoxal majeur. Le gouvernement et les élites de l'oligarchie sont toujours d'âpres défenseurs de la démocratie. Dans un événement très récent, on a pu constater le peuple britannique qui vient de voter en majorité la sortie de l'Union européenne par le biais d'un référendum sur le Brexit. Là encore, suite à ces résultats, on a pu observer aussi que le gouvernement et les élites de l'oligarchie contestent la légitimité, la qualité, voire la capacité du peuple pour s'exprimer et fustigent le résultat du référendum démocratique. Alors, pas de tous de façon unanime, mais c'est quand même une tendance qu'on voit nettement se détacher dès qu'on a affaire à, je dirais, des élites et des représentants de l'oligarchie qui s'expriment sur le sujet sur des médias. Donc ça peut quand même induire un questionnement. Le gouvernement et l'oligarchie sont-ils vraiment pour l'expression de la démocratie? Et comment établir les bases d'un vrai fonctionnement démocratique incontesté et incontestable? On avait d'autres exemples dans le passé où un référendum avait été, je dirais, spolié. Autre exemple de syllogisme paradoxal majeur. En déclaration, tout gouvernement prône les valeurs de tolérance, d'unité et du vivre ensemble. En transition, un fait observé dans la pratique quotidienne, les Français sont divisés entre eux par des partis politiques et des conflits ethniques qui attisent en fait la division et les conflits. On peut observer que tout gouvernement finalement entretient les clivages droite-gauche et les clivages ethniques. Meilleur atout pour maintenir son règne, suivant le vieux, voire même le plus vieux principe politique du diviser pour régner. Cela peut induire un questionnement, le gouvernement est-il vraiment pour l'unité et la stabilité du pays? Et le débat, comment renforcer l'unité du pays au lieu de sa désagrégation et comment y associer pleinement ses citoyens? Alors, autre exemple de syllogisme paradoxal majeur qui se rapporte à des événements plus anciens. Un État peut invoquer le danger, exemple terrorisme ou création suspecte, nucléaire, chimique, et la tyrannie dans un autre État pour intervenir militairement. C'est tout à fait normal qu'un État en fait sensibilise une opinion publique et que cette opinion publique soit orientée d'une certaine façon et soit finalement solidaire de cette intervention.
La question n'est pas en fait de viser spécifiquement des personnes, mais des mécanismes qui aboutissent à des contradictions et même voire des dérives dans ces cas-là. Alors, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il envahit donc l'opinion publique en poche un autre État pour chasser le danger et apporter la liberté et la démocratie au peuple envahi. En résultat, qu'est-ce qu'on a pu observer? Le pays envahi se retrouve en ruine et dans le chaos, avec un dysfonctionnement logistique complet, en guerre civile aux proies à toutes sortes de factions, des familles décimées et plusieurs milliers de civils tués ou atrophiés à vie. Donc on peut légitimement se poser la question, un État peut donc à la fois prendre une posture de victime et de sauveur pour légitimer des actions de bourreau d'un autre État. Ça peut induire un débat parmi d'autres. Quelle constitution trouver et créer pour rendre impossible mécaniquement, juridiquement et humainement cette dérive? Et il me semble même qu'il s'agit là d'une dérive gravissime. Alors je vais résumer maintenant tout ce qui a été dit en vous donnant cette fameuse sélection en fait d'un film de Barry Lyndon avec l'accompagnement, qui est le trio puissant de Schubert.
Voilà, donc en fait, se termine donc cette présentation de la troisième et dernière vidéo de cette trilogie logique. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt en fait, soit sur Skype, soit lors de conférences qui peuvent être organisées avec les trois parties. Donc avis aux amateurs, et j'espère donc en fait lancer là un concept qui aura une longue vie et qui donnera beaucoup d'autres idées et de suggestions à des personnes qui l'auront écouté, compris et assimilé en fait au point de vouloir lui faire, de lui donner une longue vie. Merci, au revoir.